Bienvenue sur NeuroConiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroConiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Sylvain, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de NeuroConiFoot. Alors tu es psychologue du sport et enseignant-chercheur à l'université de Cologne en Allemagne. Bonjour Greg, merci pour l'invitation. Alors peux-tu, pour commencer, nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à étudier la psychologie du sport ? Bien sûr. Alors, j'ai commencé, je travaille actuellement en Allemagne, mais je suis français et j'ai fait mes études à Caen. Donc, j'ai commencé par faire des études de STAPS à Caen. Je suis parti en Erasmus en Espagne, à Las Palmas de Gran Canaria. Et pendant cet Erasmus, vers la fin de l'Erasmus, c'était l'été 2006. Il s'est passé un événement qui était la Coupe du monde de football et avec une finale, on se souvient sûrement, la finale entre la France et l'Italie. Et jusqu'à présent, j'étais parti avec un objectif en STAPS alors je voulais faire de la recherche, je voulais faire de la recherche dans l'entraînement sportif. On a un groupe à Caen très poussé sur la chronobiologie, c'est-à-dire l'influence des différentes heures de la journée sur la performance. Et pendant cette finale, il s'est passé un événement qui m'a fait complètement revisiter ma perspective sur la recherche, qui était le coup de tête de Zidane. Et quand j'ai vu ce coup de tête de Zidane, donc comme tout le monde, je me suis posé la question, mais pourquoi, avec les conséquences que ça a eu pour lui, pour l'équipe de France, pour la fin du match. Et donc, c'est cet aspect psychologique qui m'a particulièrement intéressé. Et dès le lendemain, j'écrivais donc à mon enseignant de psychologie du sport à Caen, le professeur Dosville, et je lui dis, je veux comprendre ça, je veux faire une thèse. Ma thèse, je veux la faire sur ce sujet-là. Et donc, je suis rentré à Caen par la suite, donc pour y finir d'abord mon master avant de continuer en thèse. Et donc, c'était parti pour moi, cette idée de se focaliser sur cet aspect crucial de la performance sportive, l'influence des émotions sur la prise de décision. Et donc, c'est comme ça que mon histoire a commencé. Ça a eu l'effet aussi qu'en revenant en France, donc j'étais en STAPS, je dis il faut que j'ai besoin de plus de bases en psychologie. Donc, j'ai commencé à étudier la psychologie. Donc, je me suis mis à la fac de psycho en parallèle. Ça me faisait des journées bien chargées. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis. Mais donc, voilà, j'étais le matin, l'après-midi. Donc, j'avais la chance à Caen. C'est sur deux campus qui sont pas très éloignés l'un et l'autre. Mais donc, ça faisait que j'avais à la fois les cours de master en STAPS et j'ai commencé des cours de licence en psycho et j'ai continué les deux cursus en parallèle jusqu'à aller d'abord jusqu'au master dans les deux, puis aller au doctorat, d'abord en STAPS et puis quelques années plus tard en psychologie. C'est incroyable parce que je viens tout juste de finir un épisode dans lequel j'aborde l'inhibition cognitive et je parle justement de ce fameux coup de tête de Zidane. Excellent. Es-tu, Sylvain, un passionné de football ? Pas du tout, je vais peut-être décevoir les auditeurs de ce podcast. Donc, je suis cycliste à l'origine, mais je m'intéresse au sport en général en étant étudiant STAPS. Donc, en gros, tous les sports me passionnent et donc je vais essayer de chercher à présent tous les éléments, surtout liés à la psycho du sport dans tous les sports. Je vais piocher un petit peu partout. Et donc, mais ça n'empêche pas que j'étais un grand fan de l'équipe de France ce soir-là de la finale. Voilà. Alors, dans le premier épisode du podcast, j'ai expliqué que l'intelligence de jeu en foot, c'est percevoir, traiter l'info et prendre la bonne décision. Il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est l'impact des émotions dans cette prise de décision. Et ça tombe bien parce que c'est ton domaine d'expertise. Alors pour commencer, Sylvain, pourrais-tu définir ce qu'est une émotion ? Alors, c'est une problématique à laquelle sont intéressés les psychologues depuis très très longtemps. Et je pourrais faire un petit résumé historique en partant de William James, qui est un des premiers psychologues à la fin du 19e siècle, qui avait donné cette définition peut-être pas si utile que ça, qui était la suivante. Une émotion, c'est ce que les gens définissent comme une émotion. Donc ça ne va pas nous avancer beaucoup. Donc, par la suite, les psychologues se sont intéressés à définir de façon un peu plus précise ce qu'est une émotion et pour notamment différencier d'autres concepts liés aux affects, comme par exemple l'humeur, comme par exemple les sentiments, comme par exemple les états affectifs en général.
Comment pouvoir dire d'une émotion et pourquoi ça va être particulièrement important pour nous et dans la situation de Zidane et dans beaucoup d'autres situations dans le sport? C'est qu'une émotion, ça va être quelque chose qui va être limité dans le temps. Je vais déjà la circonscrire par rapport, à l'humeur dans cette définition. En parlant de la chose suivante, on va pouvoir facilement dire qu'une personne est de bonne ou mauvaise humeur, se lever du bon ou du mauvais pied et ça va décrire quelque chose qui est plus diffus, qui n'est pas forcément très circonscrit dans le temps. Une émotion, ça va être une réaction à un événement particulier. Donc là, c'est déjà un point caractéristique qui va définir l'émotion, ça va être une réaction à quelque chose. Zidane, la provocation de Materazzi. Cette réaction va ensuite se traduire par un certain nombre de phénomènes. Ces phénomènes vont se dérouler au niveau, ce qu'on va appeler cognitif subjectif, ce qui va se passer dans ma tête. Ça va pouvoir se traduire au niveau comportemental. Je vais avoir une action spécifique par rapport en réaction. Donc, donner un coup de tête à mon adversaire, qui n'est pas forcément la réaction la plus appropriée, mais c'est une réaction. Je vais pouvoir avoir des changements physiologiques qui vont soutenir cette réaction. Mon cœur qui va battre plus ou moins vite. Je vais avoir ma respiration qui va pouvoir s'accélérer ou se ralentir. Et je vais avoir d'autres manifestations de type, par exemple, expression faciale. Je vais pouvoir adapter une expression faciale spécifique en réaction à cette émotion. Donc, voilà, différentes caractéristiques de l'émotion. Et le point principal, c'est que ça va être limité dans le temps et au niveau temporel, vraiment en réaction à un événement spécifique. En résumé, on pourrait dire que l'émotion, c'est finalement ce qui fait le pont, c'est un état qui fait le pont entre le corps et l'esprit. Tout à fait. Et ce qui va rendre à la fois son étude passionnante et si complexe, puisque si je veux vraiment pouvoir dire que je suis en train de mesurer, d'étudier les émotions, il va falloir que je prenne en compte en fait plusieurs aspects et vraiment les prendre tous en compte en même temps, c'est assez compliqué au niveau de la recherche. Donc c'est pour ça qu'on va se focaliser généralement sur des aspects spécifiques les plus importants. Alors, je me suis intéressé un peu aux travaux d'Antonio Damasio, qui a beaucoup travaillé sur ce lien émotion-prise de décision, et je te cache pas que j'ai trouvé son ouvrage relativement complexe. Donc, comment pourrais-tu expliquer à nos auditeurs, de manière simple, comment nos émotions influencent nos prises de décision? Alors, je vais pouvoir, je trouve très bien que tu partes du livre de Damasio et des travaux de Damasio parce que c'est comme ça aussi que j'ai débuté en fait à m'intéresser aux émotions, donc à lire son ouvrage. Pour expliquer aux auditeurs un petit peu ce qu'ont représenté les travaux d'Antonio Damasio, qui est donc un neuroscientifique américain qui est devenu très célèbre dans les années 90 par rapport à ses travaux sur l'influence ce qu'on va appeler des marqueurs somatiques. Alors, pour faire simple, pour Antonio Damasio, on va avoir en fait des marqueurs corporels, des marqueurs physiologiques qui vont guider nos décisions. Et c'est-à-dire quand on va se retrouver en face de certaines situations, on va avoir ces marqueurs physiologiques, notamment au niveau de ce qu'on va appeler la conductance cutanée. On a des transferts de courant électrique au niveau de la peau, pour le faire simple. Et ça va être des petits signes qui vont nous guider dans nos décisions, qui vont nous faire pencher plutôt pour l'option A ou l'option B. Et donc, ces guidages physiologiques vont nous aider en fait à évoluer dans plein de scénarios émotionnels. Et donc, les travaux d'Amasio sont partis de l'observation de cas cliniques où justement il y avait certaines aires du cerveau qui étaient responsables pour ces marqueurs somatiques qui ne fonctionnaient plus. Et donc là, il s'est aperçu qu'en fait, on n'est plus guidé pour nos décisions par ces marqueurs somatiques. En gros, on fait n'importe quoi. Et donc, afin d'éviter ça, donc il y a des techniques qui sont possibles de mettre en place, dont on évoquera aussi les possibilités aujourd'hui. Et l'idée, c'est de voir, en fait, c'est d'abord de prendre conscience de ces marqueurs somatiques de façon à ensuite pouvoir les influencer. D'accord. Alors, les émotions sont nombreuses. Il y a des émotions plus positives que d'autres. Est-ce qu'il y en a certaines qui favorisent une meilleure prise de décision? Ici, en fait, on va s'intéresser à l'aspect comportemental, notamment des émotions. Quelles sont les tendances à l'action qu'elles vont pouvoir nous donner? Par exemple, alors, les émotions positives. Les émotions positives, c'est généralement quelque chose qui arrive, si je prends la joie en exemple premier, qui va arriver après un événement qui va provoquer cette émotion positive, qui va montrer une situation de satisfaction. Et ça ne va pas forcément être l'émotion qui va nous rendre le plus compétitif. Ça va nous rendre, on sait que les émotions positives nous rendent créatifs, ça va nous donner plein d'idées, mais par contre, c'est pas ça qui va nous rendre forcément le plus compétitif. Donc, certaines émotions qu'on va qualifier de négatives, si on parle de négatif, si on parle de la valence, c'est-à-dire de l'aspect positif, négatif,
comme l'anxiété, peut se retrouver à avoir quand même des conséquences positives parce que c'est ce qui va nous permettre d'être plus attentifs, plus alertes à ce qui se passe. Donc, en fait, on va pas pouvoir dire qu'il y a une émotion plutôt qu'une autre qui va favoriser la performance. Ça va être plutôt la gestion de nos émotions de façon plus générale qui va permettre en fait de déclencher l'état émotionnel approprié pour la situation appropriée. Et par exemple, si on parle d'émotions qui ont plutôt l'air négativement connotées, si on parle de la valence, par exemple la colère peut tout à fait avoir cet aspect fonctionnel de me donner l'énergie nécessaire pour aller au combat, si je suis dans un sport de contact, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir répondre de façon arbitraire, générale, à une émotion spécifique qui va influencer la performance. On va plutôt s'intéresser à leurs conséquences comportementales. Et on va aussi s'intéresser à leurs conséquences physiologiques. Et c'est là qu'on pourra parler dans le détail plus tard de variables particulièrement intéressantes, comme ce qu'on va désigner comme étant la variabilité de la fréquence cardiaque, qui va justement jouer un rôle important dans la réaction émotionnelle en nous indiquant la capacité d'autorégulation. Alors, ce que tu as décrit dans le début de ta réponse, c'est finalement un peu le travail de prépa mentale, à savoir identifier l'émotion, en prendre conscience pour finalement en faire presque une force. Exactement. Et ce que tu viens de résumer ici, ça reflète bien ce que l'on va qualifier d'intelligence émotionnelle. En fait, l'intelligence émotionnelle peut se représenter selon 5 compétences émotionnelles principales. Je vais d'abord devoir être capable d'identifier mes émotions, identifier ce que je ressens. Je vais devoir être capable d'exprimer mes émotions d'une façon appropriée, d'une façon adéquate. Je vais devoir comprendre mes émotions, comprendre ce qui m'arrive. Je vais devoir pouvoir réguler mes émotions. À la fois, on pense souvent régulation des émotions, il faut que je contrôle mon stress, il faut que je me calme. En fait, la régulation des émotions, ça peut être aussi complètement le sens inverse. Pour certaines activités sportives, pour certains moments du match, je vais devoir plus m'activer. Et donc là, je vais devoir utiliser des techniques qui vont m'activer. Et la dernière compétence, c'est l'utilisation des émotions. C'est comment, en sachant tout ça, comment je peux utiliser au mieux les émotions pour atteindre mon objectif. Donc, je récapitule, ça peut être important de les avoir en tête, ces 5 compétences principales. C'est la base, en fait, de tout entraînement à l'intelligence aux compétences émotionnelles qu'on fait. Les protocoles qu'on a pu mettre en place avec des sportifs, soit au niveau individuel ou soit en sport d'équipe. Donc, on a l'identification des émotions, l'expression, la compréhension, la régulation et l'utilisation des émotions. Ok. Les neurosciences cognitives nous ont appris que l'inhibition joue un rôle important dans la gestion émotionnelle. C'est un sujet que j'ai traité dans le dernier épisode à travers cet exemple de Zidane. Alors, cette inhibition cognitive, est-ce que c'est un sujet sur lequel tu as aussi beaucoup travaillé? Énormément. Et en fait, c'est très intéressant que tu mentionnes aussi à ce sujet l'exemple de Zidane, puisque c'est, comme je l'ai mentionné, vraiment l'exemple de base qui m'a servi d'idée pour une de mes expériences de ma deuxième thèse en psychologie, où j'ai étudié en fait l'impact de... Alors, on a dû simuler ça en laboratoire. J'ai pas pu encore avoir Zidane comme participant, mais on a dû simuler ça en laboratoire. Donc, on a par exemple d'abord fatigué nos participants. On leur a fait faire un test de burpees, donc à fond pendant 5 minutes pour complètement les fatiguer. Et juste après, ils avaient un test d'inhibition à faire. Le test d'inhibition classique, ça va être par exemple la tâche de Stroop. Alors, pour expliquer simplement ce qu'est la tâche de Stroop, je vais avoir c'est un test qui se fait sur ordinateur. Je vais avoir des mots qui apparaissent à l'écran représentant des couleurs, par exemple bleu. Et donc, il va y avoir des conditions où les couleurs vont être écrites dans la même couleur. Donc, par exemple, bleu écrit en bleu. Et d'autres conditions qu'on va appeler des conditions incongruentes qui vont être, par exemple, bleu écrit en jaune. Et en fait, la tâche d'inhibition ici, ça va être d'inhiber le fait que bleu soit écrit en jaune pour quand même pouvoir dire bleu et ne pas dire jaune. Donc voilà, on va avoir ces tests qui vont nous permettre d'identifier à quel point les sportifs sont capables d'inhiber les distractions possibles et de se focaliser sur la tâche. Et donc, dans cette expérience, je me suis notamment intéressé donc déjà à montrer que oui, l'activité physique, ça peut avoir la conséquence de diminuer la capacité d'inhibition. Donc, on va pouvoir répondre plus rapidement, mais on va faire plus de fautes en fait. Donc, c'est une des conséquences de l'activité physique. Et donc, pour remonter le niveau d'inhibition, pour être capable de se concentrer de nouveau, on a testé une technique spécifique que je pourrais élaborer en détail plus après.
qui s'appelle la respiration lente contrôlée. Et donc, si on regarde au niveau cognitif, au niveau neurocognitif, ce qui se passe, en fait, il faut savoir pour l'inhibition, et je pense que ça mérite de donner un petit peu de détails, même si on va rentrer un petit peu dans le cerveau. On va aller s'intéresser à une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, et notamment sa partie antérieure, parce que sa partie antérieure du cortex singulaire est responsable pour nous permettre justement cette inhibition. Et elle va comporter une partie que j'aime bien l'appeler en fait cette partie du cerveau, c'est comme la police du cerveau, parce qu'en fait cette partie du cerveau va pouvoir tout de suite nous dire si on vient juste de commettre une erreur, voilà. Et donc quand on met des électrodes sur le cerveau pour réaliser ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, ça va nous permettre de déterminer selon l'activité de ce cortex singulaire, sa partie antérieure, si on a tendance à faire plus ou moins d'erreurs. Parce que du coup, la police peut nous dire, si la police est très active, elle va pouvoir nous dire tout de suite, ah, attention, tu viens de faire une erreur, il va falloir plus te concentrer sur les prochains essais pour essayer d'améliorer ta capacité de concentration, d'inhibition. Et on a aussi montré que du coup, l'activité physique, donc plus on va être fatigué, moins cette police du cerveau va pouvoir bien fonctionner. Et là encore, on va pouvoir avoir une technique spécifique afin de réactiver cette police du cerveau de façon à pouvoir réactiver encore plus cette capacité d'inhibition. Alors Sylvain, tu as beaucoup étudié la variabilité de la fréquence cardiaque. Peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que c'est exactement? Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir accès à plein d'informations sur notre corps et sur le fonctionnement de notre cerveau. La variabilité de la fréquence cardiaque, alors sa définition simple, c'est de dire que entre chaque battement cardiaque, si je m'intéresse à l'écart entre chaque battement cardiaque en millisecondes, cet écart va pas être le même. Il va tout le temps changer. C'est-à-dire que si j'ai une fréquence cardiaque à 60 battements par minute, je vais pas avoir une seconde entre chaque battement cardiaque. Ça serait ce qu'on penserait intuitivement, mais c'est pas le cas. Et c'est bien que ce ne soit pas le cas. Parce qu'en fait, c'est cette variabilité en millisecondes qui va me donner une certaine capacité d'adaptation. Et donc, pour continuer avec cet exemple, si j'ai une fréquence cardiaque de 60 battements par minute, au lieu d'avoir une seconde, je vais avoir, entre chaque battement, je vais pouvoir avoir, par exemple, 950 millisecondes. Entre les deux battements suivants, 1032 millisecondes. Et on retourne, par exemple, pour les deux battements suivants, à 870 millisecondes. Et c'est ce changement vraiment systématique entre chaque battement cardiaque qui va donner cette variabilité. Pourquoi elle est si importante à prendre en compte pour nous? Cette variabilité va être directement influencée par le fonctionnement d'une partie de notre système nerveux autonome qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Donc, pour nous rappeler quelques bases sur le fonctionnement de notre système nerveux, on va avoir le système nerveux central comprenant le cerveau et la moelle épinière et le système nerveux périphérique qui va être tout ce qui va aller vers la périphérie du corps comme le nom l'indique, pour aller jusqu'aux muscles, etc. Donc, ici, on va s'intéresser à la partie du système nerveux périphérique autonome qui fonctionne sans qu'on ait besoin de le contrôler, comme le nom l'indique. Et donc, ce système nerveux autonome, il va notamment réguler des fonctions comme la fréquence cardiaque et la respiration. Pas besoin de réfléchir pour que notre cœur batte ou pour respirer. Donc, ici, on va avoir vraiment un élément clé du fonctionnement de notre corps humain qui est la gestion des fonctions qui permettent la survie. Et avec la variabilité de la fréquence cardiaque, on va avoir un indicateur d'une partie du système nerveux autonome qui est sa partie parasympathique. Le système nerveux autonome va être divisé en deux branches. Le système nerveux sympathique, d'une part, qui va être tout ce qui va être lié à l'énergie, qu'on va avoir besoin vraiment d'une réaction, par exemple, de fuite ou de combat. C'est ce qui va nous permettre de mobiliser l'énergie. Et la branche parasympathique, qui va être la branche, en fait, liée à tous les comportements qu'on va appeler de repos et de digestion, qui vont nous permettre, voilà, d'économiser l'énergie. Ça peut être notre mode d'économie d'énergie. Et la variabilité de la fréquence cardiaque va être essentiellement influencée par le système nerveux parasympathique. Et donc, ce qu'on va mesurer avec la variabilité de la fréquence cardiaque, ça va être principalement l'activité du système nerveux parasympathique. De manière intéressante, en fait, l'activité du système nerveux parasympathique, elle va être en millisecondes sur le cœur. C'est-à-dire que mon cœur, je peux aussi le voir comme ça, il va être influencé à la fois par la partie sympathique
qui va être comme la pédale d'accélérateur et la partie parasympathique qui va être comme la pédale de frein. La pédale de frein, elle a besoin de millisecondes, c'est quelques millisecondes pour à la fois s'activer ou se désactiver. Je vais appuyer sur le frein, ça va me prendre quelques millisecondes. Je vais enlever mon pied du frein, ça va aussi me prendre quelques millisecondes. Par contre, la pédale d'accélérateur, le système nerveux sympathique, ça a besoin d'un peu plus de temps. Pas longtemps, mais c'est suffisant pour faire une différence. Pour appuyer sur le frein, je vais avoir besoin de quelques secondes. Pour enlever mon pied pour appuyer sur l'accélérateur, je vais avoir besoin de quelques secondes. Pour enlever mon pied de l'accélérateur, je vais aussi avoir besoin de quelques secondes. Et là, on voit en fait que ce qui va expliquer ces changements tout petits entre chaque battement cardiaque en millisecondes, ça peut être expliqué en fait que par le système parasympathique et pas par le système sympathique. Si je prends le cas du footballeur qui doit prendre les bonnes décisions sur le terrain, est-il préférable d'avoir une forte variabilité ou une variabilité faible? En fait, c'est une excellente question parce que ça va me permettre de faire un lien avec ce qu'on était en train de discuter juste avant. En fait, pour un sportif, l'idée principale, c'est l'adaptation. Être capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Les émotions, c'est un reflet de notre capacité d'adaptation. Parce que c'est ce qui va me permettre de naviguer dans cet environnement social qu'une compétition sportive, où bien sûr, je vais avoir à produire un effort dans la plupart des cas, mais il va falloir aussi que je gère mes réactions, soit à mon adversaire, ou soit aussi en incluant mes coéquipiers si c'est un sport d'équipe. Et donc, pour réguler les émotions, je vais avoir besoin d'un système autonome qui fonctionne bien, qui soit réactif. Et je vais avoir surtout besoin d'un frein qui fonctionne bien, soit pour l'activer, soit pour le désactiver vraiment en une fraction de seconde. Et donc, si mon frein ne fonctionne pas bien, je vais avoir des problèmes à me contrôler. Et c'est typiquement, pour le généraliser comme ça, qui a pu se passer dans le cas de Zinedine Zidane et de sportifs qui n'arrivent pas forcément à gérer, à réguler leurs émotions. Parce qu'ils n'arrivent pas à appuyer assez bien sur le frein. Il y a quelque chose qui bloque. Le frein, il va pouvoir s'activer un petit peu, mais pas complètement. Et du coup, c'est là où on peut perdre, en fait. C'est quand on va dire on va perdre nos moyens. C'est ce qui se passe. Quand on va dire que quelqu'un n'arrive pas à garder la tête froide sous la pression, c'est aussi ce qui se passe parce que j'arrive pas à activer le frein dans des situations de stress intense, dans des situations de pression où le match va se jouer à quelques détails. Et dans ces cas-là, j'ai besoin d'être capable vraiment d'activer le frein à fond si j'ai besoin de le faire. Je ne vais pas toujours garder la variabilité de la fréquence cardiaque haute. Il y a parfois, si j'ai besoin vraiment de mobiliser l'énergie, où je vais devoir enlever ma pédale de frein pour mobiliser mon énergie. Et dans ces cas-là, la variabilité de la fréquence cardiaque va descendre très fortement et c'est quelque chose qui est souhaitable. C'est quelque chose qui va traduire une bonne capacité d'adaptation. Et par contre, dès que je suis sorti de cet événement, je vais avoir besoin d'une capacité de récupération importante et cette capacité de récupération va être aussi pilotée par ma capacité à réactiver mon frein de la façon la plus rapide possible. Donc, plutôt que de dire il faut que ma variabilité de la fréquence cardiaque soit toujours haute, non. Alors, oui, au repos, oui, au début pour commencer à affronter certaines situations, mais dans l'idée, il va falloir que aussi elle soit capable de descendre, donc de diminuer la variabilité très rapidement pour que je puisse avoir cette mobilisation d'énergie et ensuite de revenir rapidement à mon niveau de départ pour pouvoir me permettre de donner les ressources à affronter l'événement suivant. Mais quel est le rôle de la variabilité de la fréquence cardiaque dans la prise de décision? Donc, ça a été le sujet de ma première thèse, où j'ai essayé de lier cette variabilité de la fréquence cardiaque à la capacité de prendre des décisions. Donc, il faut bien penser que quand on fait de la recherche, on doit aller simuler les situations en laboratoire, on doit enlever un petit peu de cette partie qu'on va appeler écologique dans le sens de la recherche, où on va s'éloigner un petit peu du terrain, de façon à contrôler le plus possible de paramètres. Et donc, la manière dont on utilise la prise de décision en laboratoire, si on veut essayer de contrôler pas mal de choses, on va prendre des décisions de façon verbale. C'est-à-dire qu'on va confronter le sportif à des scènes vidéo, par exemple des scènes d'attaque. Et dans ma thèse, je me suis surtout focalisé d'ailleurs pour des raisons pratiques. J'avais accès à beaucoup de handballeurs et d'équipes de hand ici à Cologne et dans les environs de Cologne, notamment aussi de première division. Et donc, je me suis focalisé pendant ma thèse sur le hand. Et on a fait des vidéos de scènes d'attaque de hand, on en a fait plein. On a simulé ensuite les options possibles, à la fois de passe et de tir. On les a fait évaluer par des entraîneurs nationaux. Et donc, avec ce matériel de base pour étudier la prise de décision, on a cherché à comprendre quelle était l'influence de la variabilité de la fréquence cardiaque.
Et on s'est aperçu que les joueurs qui arrivaient à garder une variabilité de la fréquence cardiaque la plus élevée possible en situation de décision sous conditions de stress étaient ceux qui allaient prendre les meilleures décisions. Et donc, ces décisions, encore une fois, avaient été qualifiées de meilleures parce qu'évaluées par des experts, donc ces entraîneurs nationaux. Et donc, les joueurs qui arrivaient à mieux gérer leur stress dans ces conditions de prise de décision sous pression avaient la possibilité de garder leur variabilité de la fréquence cardiaque la plus haute possible. Et donc, cette variabilité de la fréquence cardiaque élevée était associée à de meilleures décisions. Je vais par contre nuancer en fait ces conclusions en disant qu'il s'agissait de joueurs qui ne bougeaient pas. C'est-à-dire, ils étaient assis sur une chaise, ce qui est bien sûr loin de la condition sportive et ce qui était une des limitations de ce type d'études réalisées en laboratoire. Donc forcément, il va falloir compléter ces résultats par des études où il y a du mouvement qui est introduit. Par contre, le problème, et ce qui va aussi expliquer beaucoup des problèmes de l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque, dès que je me mets à bouger, par exemple là, je suis assis sur une chaise, il suffirait que je me lève pour changer complètement mon profil de variabilité de la fréquence cardiaque. Et je vais en fait introduire d'autres éléments qui vont influencer la variabilité de la fréquence cardiaque, tout simplement la gestion de la répartition de mon sang dans le corps pour maintenir la position debout, donc lutter contre la gravité. Et ça n'a rien à voir en fait avec les aspects de prise de décision. Mais comme la variabilité de la fréquence cardiaque va être influencée par énormément de facteurs, c'est pour ça qu'en fait, quand on fait des études sur la variabilité de la fréquence cardiaque, on va chercher à isoler au maximum le nombre de paramètres pour avoir, par exemple, dans ces cas-là, juste les aspects liés à la décision. Et donc, on pourrait dire beaucoup sur les facteurs influençant la fréquence cardiaque. On a, comme je viens de le dire, en fait, la position corporelle, le mouvement, mais on pourrait rajouter des facteurs. Alors, il y a des facteurs qui vont pas bouger souvent, style l'âge, style le sexe, mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont pouvoir avoir plus d'influence, et notamment donc l'activité physique. Ce que j'ai pu faire aussi avant, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que j'ai bu de l'alcool hier? Donc, il y a énormément de facteurs qui vont avoir une influence sur la variabilité de la fréquence cardiaque et qui vont pouvoir aussi impacter du coup ma capacité à prendre des décisions. Et cette variabilité élevée qui serait propice à une meilleure prise de décision, est-ce que c'est une question d'entraînement ou y a-t-il des prédispositions? Sur les facteurs d'influence de la variabilité de la fréquence cardiaque, on va avoir une partie génétique va être, selon les études, selon les personnes, entre 30 et 40%. Tout le reste, ça va être des facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'entraînement sportif, absolument. On sait que notamment l'entraînement du type aérobie va être celui qui va permettre d'augmenter à long terme la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, mais ça, on pourrait dire tous les sportifs s'entraînent physiquement. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence. Et après, on va pouvoir parler de techniques plus spécifiques pour aller améliorer, pour aller augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque dans des conditions stressantes. Et c'est là où on va pouvoir parler de techniques comme celle que j'ai mentionnée brièvement auparavant, celle de la respiration lente, notamment la respiration lente contrôlée, qui va permettre, entre guillemets, à activité, à entraînement physique égal, de faire la différence sur sa capacité à maintenir une activité, une variabilité de la fréquence cardiaque élevée. Et je vais aussi introduire un autre mot qu'on n'a pas encore introduit jusqu'à présent, qui est important pour comprendre ce qui se passe, qui est en fait l'activité vagale. Parce que ce qu'on va mesurer en fait avec l'activité avec la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est l'activité du nerf vague, qui est le nerf principal du système nerveux parasympathique, qui va réguler le cœur. Et donc, avec ma mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, je vais être capable d'avoir un indice non invasif de l'activité du nerf vague qui va réguler mon fonctionnement cardiaque. Et plus j'arrive à avoir, en fait, le nerf vague, c'est le frein du cœur. Ce que j'ai parlé du frein tout à l'heure, on peut dire que c'est le nerf vague. Et le nerf vague, je vais pouvoir donc indexer son activité avec l'activité de la fréquence cardiaque, et c'est ça qui va pouvoir me dire à quel point j'arrive à me contrôler. Et du coup, si j'arrive à freiner mon cœur et à lui lâcher la bride quand j'en ai besoin, ça veut dire que j'arrive bien à me contrôler, et c'est ce qui va m'aider à prendre des meilleures décisions. Est-ce que tu pourrais détailler cette technique de respiration? Voilà, donc en fait, ce que j'appelle techniquement, scientifiquement, la respiration lente contrôlée, c'est ce qui a été popularisé notamment en France sous le terme de cohérence cardiaque. Alors, on va parler d'une technique de respiration. Ça a été en fait la technique principale que j'ai utilisée et que j'ai étudiée pendant ma deuxième thèse en psychologie. Et en fait, ça m'a permis en fait de développer à partir des protocoles existants, d'en voir les limites et de développer en fait des protocoles encore plus efficaces pour les sportifs. Alors, cette technique, on va parler d'une respiration à 6 cycles par minute.
Il faut savoir que quand on ne fait rien de particulier, notre respiration va être entre 12 et 20 cycles par minute. Et je vais pouvoir, avec cette respiration lente contrôlée, avec la cohérence cardiaque, descendre à 6 cycles par minute. Donc, premier point, je vais réduire la fréquence de respiration. Ça va me permettre de la mettre en cohérence avec une autre fonction physiologique qui fonctionne aussi en cycle, qui est en fait la régulation de la pression sanguine. Et donc, cette régulation de la pression sanguine, elle va aussi fonctionner avec des cycles de 10 secondes. J'ai 6 fois 10 secondes dans une minute. Ce qui va m'expliquer, c'est 6 cycles par minute. Pour en donner des aspects encore plus précis de cette technique, je vais essayer d'avoir une expiration plus longue que mon inspiration. Pourquoi? Parce que dans la respiration, on va avoir l'inspiration qui va être drivée, qui va être provoquée par le système nerveux sympathique, et on va avoir l'expiration qui va être provoquée, qui va être sous-tendue par le système parasympathique. Et donc, on comprend un petit peu. Quand j'inspire, je vais accélérer, et quand j'expire, je vais décélérer, je vais ralentir. Et ça, on l'a assez facilement. Si les auditeurs veulent s'amuser à mettre 2 doigts à leur poignet pour sentir leur pouls, on va essayer juste sur 2-3 cycles d'exagérer l'inspiration, d'exagérer l'expiration. Si vous faites ce petit exercice chez vous, vous allez pouvoir remarquer qu'à l'inspiration, votre cœur va battre plus vite, et à l'expiration, il va battre moins vite. Donc ici, on voit que juste en calibrant différemment son temps d'inspiration, son temps d'expiration, on va pouvoir jouer sur quelque chose qu'on ne croyait pas forcément modifiable parce que géré par le système nerveux autonome. Mais en prenant volontairement le contrôle de sa respiration, on va pouvoir gérer la dose en fait qu'on va appuyer sur la pédale accélérateur et la dose avec laquelle on va appuyer sur la pédale de frein. Et donc, en appuyant plus longtemps sur la pédale de frein, on va pouvoir activer plus le système nerveux parasympathique, on va pouvoir élever encore plus notre variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est là, en fait, où on voit une des clés essentielles de cette technique. Avec cette technique, on a le moyen, sur commande, en fait, d'activer son nerf vague qu'on va mesurer avec la variabilité de la fréquence cardiaque. Et donc, grâce à ça, et je vais le relier aux études sur l'inhibition que j'ai mentionnées auparavant, grâce à cette technique, je vais améliorer ma capacité d'inhibition, je vais pouvoir mieux me concentrer et je vais pouvoir notamment activer encore plus cette petite zone du cerveau dont j'ai aussi parlé auparavant, ce cortex cingulaire antérieur. La police du cerveau, c'est ce qui va me permettre en fait de la stimuler encore plus. Et donc, pour résumer, cette technique, en me forçant à respirer plus lentement, va me redonner du contrôle, va me permettre de mieux réguler ma réaction aux événements et va me permettre de prendre de meilleures décisions par la suite. Alors c'est génial parce que tu viens de valider scientifiquement ce que je fais depuis un petit moment, parce que j'utilise la cohérence cardiaque à la fin de mes séances d'entraînement perceptivo-cognitive. Alors je connaissais bien sûr les effets de cette technique sur la gestion du stress, mais je ne savais pas qu'elle était aussi bénéfique pour la prise de décision. Et super, voilà, l'intégration de cette technique à la fin de la séance a un rôle très important à jouer sur la récupération. Parce que du coup, en réactivant le nerf vague, c'est ce qu'on va réactiver après un entraînement sportif pour me permettre de récupérer pour être en forme pour le suivant. Et donc, c'est particulièrement adéquat de le placer à la fin. Si je voulais avoir des bénéfices pendant aussi, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir aussi avec là, je switch de sport, je pars au rugby ou le 15 de France. On l'a vu qu'il a pu mettre en place en fait les bulles dans les temps non joués. Et en fait, c'est quand l'équipe se mettait en cercle et allait activer cette respiration lente de façon à pouvoir reprendre ses esprits. Alors, ça durait pas 5 minutes, ça durait pas 15 minutes parce qu'on est sur le terrain, on est en plein match, mais juste avec quelques respirations lentes où on insiste en fait sur cette phase d'expiration, ça va permettre de reprendre ses esprits et d'arriver, on va pas effacer les 50-60 minutes dans les jambes, mais ça permet quand même de reprendre ses esprits pour se présenter dans les meilleures conditions pour la fin du match. Est-ce que tu mets en application ces techniques directement sur les terrains? Alors, en fait, ça va être la partie de nos protocoles de base. Et donc, quand on travaille avec des sportifs, alors, il y aura une application sur le terrain, mais je dirais que ce n'est pas l'application la plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour travailler cette technique, cette cohérence cardiaque, la recommandation principale, c'est de l'intégrer dans sa routine quotidienne, et notamment dans sa routine quotidienne d'endormissement. Pourquoi? Parce que pour passer une bonne nuit, pour le faire simple, il va falloir qu'on active notre système nerveux parasympathique. Et on connaît ça.
Si on a du mal à s'endormir, je prends l'exemple des enfants qui sont trop excités avant d'aller s'endormir, système sympathique trop activé, je vais avoir des difficultés à trouver le sommeil. Donc, je vais aller activer, pareil pour les adultes, je vais devoir activer mon système nerveux parasympathique. Et le meilleur moyen pour ça, ça va être d'utiliser cette respiration lente contrôlée, cette cohérence cardiaque. Donc, la base de nos protocoles avec les sportifs, quel que soit le niveau, tout le monde peut en bénéficier et aussi les non-sportifs qui pourraient nous écouter. C'est-à-dire, je vais le faire 15 minutes avant d'aller me coucher. Pourquoi 15 minutes? Et c'est au moins 15 minutes. Alors, je suis assez strict sur mes protocoles. Pourquoi? C'est parce qu'on sait, si j'ai pas le temps, ça va aussi avoir un effet, un petit effet. Mais en fait, on a vu que les protocoles, pour avoir vraiment des effets, c'est à partir de 15 minutes et plus. Donc, on a eu des études qui sont allées jusqu'à 30 minutes, jusqu'à 1 heure par jour. Sans aller jusque-là, si j'arrive déjà à caser mes 15 minutes à la fois, c'est aussi important en fait de le faire d'un seul coup parce que ça va avoir un effet encore plus important sur mon système nerveux autonome. Encore une fois, si j'ai pas le temps de les faire d'un seul coup, je vais pouvoir les répartir au cours de la soirée ou de la journée, mais ça n'aura pas le même impact, ça sera pas un impact aussi fort que si j'arrive à caser mes 15 minutes d'un coup d'un bloc. Oui, la technique de cohérence cardiaque recommande 3 fois 5 minutes par jour, il me semble. Voilà, donc il y a plusieurs types de protocoles qui sont sortis, on va dire, mais par rapport à ce qu'on a pu montrer en fait dans les études scientifiques, alors ça va avoir un effet si j'arrive à faire 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, mais ça va avoir des effets qui vont juste un effet pour ces 5 minutes. Et donc on a pu montrer que ça va pas avoir un effet aussi important sur le système nerveux autonome que si j'arrive à caser au moins 15 minutes d'un coup, voire plus si je peux. Donc c'est toujours mon conseil. Si je suis dans les transports en commun, j'ai rien à faire de spécial. Si je suis ou même si je le prends mon exemple à moi aussi, je vois des fois si ça des réunions, j'ai pas besoin forcément de parler. Donc dès que je peux, j'enclenche le mode cohérence cardiaque parce que du coup, j'accumule des minutes au cours de la journée pour en avoir le plus possible à la fin. Et plus je peux les faire d'un bloc, plus pourrais en avoir des bénéfices au niveau de mon système nerveux autonome. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de faire dans un vestiaire avant un match? Alors là, c'est toute la question de quel niveau d'activation j'ai besoin. Si je suis avec des sportifs qui sont pas particulièrement stressés, pas particulièrement anxieux, ça peut même être contre-productif parce que du coup, je vais trop diminuer le niveau d'activation. Et dans ces cas-là, mon conseil, ça va plutôt être, j'ai toute aussi une formation sur les techniques de respiration. On va aussi chercher dans les techniques d'activation. Et là, on va plutôt chercher à accélérer la fréquence de respiration. Alors, on va diminuer la variabilité de la fréquence cardiaque, mais avec le but de s'activer. Donc, c'est toujours chercher des compromis, en fait, par rapport à ce que j'ai besoin. Là, avant un match, si je suis trop relâché, je vais pas arriver assez compétitif, assez combatif sur le terrain. C'est pas ce que je recherche. Par contre, si je suis hyper nerveux et j'ai le cœur qui est déjà à 100 avant d'entrer sur le terrain ou beaucoup trop activé par rapport à mon niveau d'activation optimal, là oui, ça fait du sens de diminuer en fait son niveau d'activation avec la cohérence cardiaque et éventuellement d'ajuster un petit peu si je me suis trop redescendu. Je vais faire un échauffement, je vais faire des exercices rapides à l'échauffement juste après pour me mettre en situation. Mais ça va toujours être ce réglage, en fait. On va parler de réglage du corps humain et du cerveau avec, pour atteindre le réglage optimal, on va pouvoir utiliser la respiration, soit lente, soit rapide, en fonction effectivement du niveau d'activation optimal que je dois atteindre pour être compétitif et combatif sur le terrain. As-tu un exemple où l'application de cette technique a amélioré la performance d'un joueur ou d'une équipe? Donc, ici, alors ça va être assez intéressant. Je vais prendre les exemples, les derniers exemples que j'ai pu avoir. On a pu mettre ça en place au très très haut niveau. Ça va être alors on a des exemples dans le sport traditionnel. Je vais sortir des exemples dans le e-sport aussi, qui est très populaire en Allemagne. Donc il y a plein de ligues de haut niveau à Berlin. Et j'ai en fait pourquoi je suis ça de très près, c'est parce que j'ai un de mes doctorants Ismaël Pedrazza qui travaille avec l'équipe G2 de League of Legends. Et il a réussi à mettre en place, mais il est parti de zéro parce qu'on partait, comme dans le sport traditionnel, il n'y avait aucune connaissance en fait de ce type de technique. Il a réussi à instaurer avec son équipe qui est devenue championne d'Europe, qui a obtenu plein de titres. Donc, ces techniques de respiration, de cohérence cardiaque, et on a travaillé sur d'autres techniques de respiration. Il a travaillé sur le monitoring de la variabilité de la fréquence cardiaque juste avant les matchs, au quotidien, au réveil des joueurs. Donc, il y a plein de protocoles en fait à mettre en place de façon à optimiser les décisions pendant les parties. Et dans l'e-sport, ce qui est super intéressant, c'est que par rapport au sport traditionnel, là, alors, on n'a pas de mouvement et donc ça permet en fait d'avoir des corrélations directes entre ce que l'on peut observer avec la variabilité de la fréquence cardiaque et les décisions qui sont prises pendant le match. Donc, au niveau des connaissances qu'on va pouvoir continuer à acquérir sur le sujet, c'est vraiment passionnant. Ok, génial.
Alors, une question un peu plus générale. Je m'intéresse forcément beaucoup aux neurosciences cognitives et j'aimerais avoir ton avis sur l'évolution de la prise en compte des neurosciences dans le foot moderne. Donc, c'est, quelque chose qui découle logiquement, en fait, je dirais, des recherches qui sont faites en sport, en psychologie du sport, qui vont intégrer aussi, les derniers résultats des neurosciences. Alors, ce qu'on peut, apercevoir dans l'évolution, du marché des techniques qui sont, abordées actuellement, c'est que des fois, on essaie de prendre un peu des raccourcis, je vais quand même dire, et de transférer d'une étude, pilote avec, 3 ou 4 cas cliniques, on en fait une vérité pour, tous les sportifs, au monde. C'est là où je suis un peu, des fois, prudent, on va très prudent, en fait, par rapport à ce qu'on va pouvoir en tirer. Mais je suis quand même, entre guillemets, satisfait de voir tout simplement, on s'intéresse à l'amélioration de la performance, donc oui, il va falloir prendre en compte l'impact des neurosciences. Et donc oui, on va d'abord partir sur des études cliniques, réalisées peut-être sur des fois des types de patients spécifiques, parce que les sportifs, c'est pas forcément sur les premiers types de population qui ont accès à ces techniques. Donc pour raconter un petit peu ce qui se passe dans nos laboratoires, on va avoir des méthodes de stimulation, cérébrale non invasive avec, soit de l'électricité ou soit du magnétisme, voilà. Donc, c'est de la stimulation transcrânienne, par exemple au niveau magnétique. J'ai eu un doctorant qui s'est intéressé à ce sujet. Et donc là, on a des résultats super intéressants avec des tâches de laboratoire. Donc, on va parler de tests, sur ordinateur. Et donc là, en fait, toute la problématique, c'est de se demander à quel point on va pouvoir observer des transferts. À quel point on va pouvoir observer des transferts entre les protocoles qu'on fait dans des situations très standardisées, très contrôlées en laboratoire, et ce qu'on va vraiment pouvoir observer sur le terrain. Et donc là, en fait, on est en train de tout simplement de continuer les recherches dans cette direction. À quel point les protocoles qu'on met en place, dans nos laboratoires vont également pouvoir se transférer, sur la performance sportive, sur le terrain. Et donc là, quand je dis il y a des raccourcis qui sont faits, c'est que des fois, on va prendre quelques résultats très cliniques et on va les vendre comme le moyen de devenir le le prochain champion du monde. On va là, c'est là où j'ai ma prudence qui arrive pour dire: «Attention, oui, on va pouvoir tester. Est-ce que c'est le nouveau, neurodoping?» comme des fois on trouve, ces termes-là. À quel point on est en train de peut-être de contourner les règles ou pas? Et donc il y a encore plein de choses à suivre et je pense que je parlais des termes de dopage, c'est aussi des questions à se poser parce on arrive effectivement à modifier pas mal le fonctionnement, du cerveau. Alors on le fait à court terme, on arrive à changer les performances à court terme, encore une fois en laboratoire. À quel point aussi ça va entraîner des changements à long terme. Je parlais du nerf vague avant, on développe beaucoup les stimulations, transcutanées du nerf vague. Ça marche pas forcément comme on pensait que ça allait marcher, donc là aussi on est encore en train d'affiner les protocoles, mais il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des neurosciences et là encore, si j'ai quelque chose à recommander, c'est peut-être la prudence de pas forcément croire les premiers impacts de la publicité, du marketing qu'on peut voir aussi sur les sites internet. À chaque fois qu'on me demande mon avis sur des nouveaux produits des neurosciences, on va stimuler le nerf vague ou des choses comme ça dans le cerveau et qu'on me dit: «Ah, ça a été validé par la science». OK, donc généralement les sites, scientifiques ont tous un site science, où on peut aller vérifier les recherches qui ont été faites et la plupart des cas, je m'aperçois qu'en fait, les outils, utilisés ont rien à voir avec les outils, vendus. C'est peut-être la même technique, mais c'est pas du tout l'appareil qui est vendu. Ou alors ça a été testé, comme je l'ai dit, sur des populations cliniques, sur, 3-4 patients en hôpital qui ont rien à voir avec des sportifs pour lequel le message marketing est destiné. Donc c'est en fait, développer cet esprit critique, si je pouvais, résumer un petit peu ma pensée à ce sujet. Il y a plein de choses intéressantes qui se développent, mais je conseille, voilà, de développer cet esprit critique, de dire: «Est-ce que ça vaut vraiment le temps, l'argent aussi?» parce que c'est souvent combiné avec de l'argent. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter cet appareil? Je reçois beaucoup d'emails d'ailleurs on me demande des conseils sur des appareils et je réponds toujours: «Et là, en fait, je vais adopter ma prudence habituelle. Là, on sait pas grand-chose» et oui, peut-être la pub, dit ça, mais en fait, si je regarde, de façon, très sobre les études scientifiques, non, on peut pas du tout croire ça. Donc généralement, je donne aucun conseil d'achat d'appareil parce que en gros, j'en reviens toujours à dire, ce que vous pouvez atteindre avec la cohérence cardiaque, avec 0 €, avec 0 appareil, c'est ce qui va vous permettre vraiment, d'activer de la meilleure manière votre nerf vague, avant d'aller acheter des appareils qui coûtent plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, voilà. Alors, c'est exactement l'expérience que j'ai fait. J'ai acheté, beaucoup d'outils neurotechnologiques au début. Aujourd'hui, j'en utilise nettement moins parce que j'ai compris, avec le temps qu'on peut faire beaucoup de choses avec du matériel, très simple comme des balles, des coupelles et cetera. Donc je partage complètement ton point de vue. Néanmoins, moi je constate aussi dans le foot que le mental est quand même le pilier de la performance le plus inexploré aujourd'hui.
Tout à fait et je pense là encore une fois, il y a encore beaucoup à faire pour introduire tout ce qu'on peut, connaître. Justement, on parlait des tests cognitifs ou de fonctions cognitives comme l'inhibition et cetera. Là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Tu me fais penser d'ailleurs sur les tests cognitifs qui au niveau des transferts. J'ai en tête, en fait, c'est, en Allemagne, c'est juste développé en France aussi, depuis le temps, mais dans certains clubs ont introduit ce qu'on appelle le soccer board. C'est-à-dire, on va se retrouver dans un environnement à 360 degrés avec des tests cognitifs et là, au lieu d'appuyer sur des boutons sur des claviers d'ordinateur, je vais me retrouver avec une balle et il va falloir que je réagisse à ces tests cognitifs avec une balle au pied et là, ça va être je pense que le transfert va être beaucoup plus efficace parce que du coup, c'est beaucoup plus proche de l'activité, ce que je vais vraiment faire pendant un match de foot. Donc je pense qu'on va plutôt aller dans cette direction-là et comme tu dis, les éléments typiques de l'entraîneur que tu peux trouver sur le terrain, adaptés en fait aux tests cognitifs. Et je me suis déjà vu faire des adaptations du test de Stroop, vraiment sans ordinateur, sans matériel, juste en proposant des couleurs et en mettant juste des feuilles de papier avec différentes couleurs qui obligeaient les joueurs à réagir. Donc vraiment low-tech, on peut avec très peu de technologie, on peut déjà intégrer en fait les connaissances qu'on est en train d'acquérir avec ces études de neurosciences. Est-ce que tu voudrais nous partager, Sylvain, des recherches en cours ou peut-être des ouvrages à venir pour qu'on puisse te suivre dans ton travail? Voilà, donc si vous souhaitez un petit peu suivre, les activités sur le développement de la recherche sur la variabilité de la fréquence cardiaque, donc j'ai tout un groupe de recherche, à Cologne et beaucoup de collaborations dans le monde entier, où on travaille sur ce sujet. On travaille notamment sur les modes de stimulation non invasifs, du nerf vague. Donc j'ai beaucoup cité la respiration, je pourrais citer d'autres, applications sur lesquelles on a pu travailler comme, l'immersion complète en eau froide après l'entraînement pour mieux récupérer, comme mettre sa tête dans l'eau pour stimuler le réflexe, d'immersion. Comme utiliser différents types de stimulation comme la lumière, le bruit, la musique et cetera, qui vont pouvoir avec certaines applications, stimuler non invisiblement le nerf vague pour, optimiser la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc toutes ces recherches, en fait, je suis en train de les résumer. Ça tombe bien, en fait, qu'on se voit aujourd'hui pour le podcast. Ce matin, j'étais en train d'écrire mon livre, en fait. Je suis en train d'écrire un ouvrage sur la variabilité de la fréquence cardiaque avec, 3 autres co-auteurs et d'autres experts, avec moi sur la variabilité de la fréquence cardiaque où on va essayer en fait de donner, on est en train un petit peu d'écrire la bible de la variabilité de la fréquence cardiaque, pour le sportif et donc ça va être, un ouvrage qui va d'abord paraître aux États-Unis. Donc on a un contrat avec un plus gros éditeur de sport qui s'appelle Human Kinetics, aux États-Unis. Le livre est prévu pour sortir, à l'automne ou plus tard à l'hiver, 2025 et l'idée en fait, c'est dans ce livre de présenter de A à Z tout ce que je dois savoir. Je suis sportif, je suis, moi-même sportif ou je suis entraîneur. Comment je fais? Déjà, qu'est-ce que la VBT, la fréquence cardiaque? Pourquoi c'est intéressant pour la performance sportive? Et comment je l'applique? Vraiment, on va partir de cas très concrets. L'un de mes co-auteurs, c'est Marco Altini, celui qui a développé l'application, smartphone utilisée par des milliers de sportifs dans le monde qui s'appelle HAV for Training, donc la variabilité cardiaque pour l'entraînement. Et donc, on va partir de mesures de variabilité de la fréquence cardiaque effectuées chaque matin au réveil. Comment on va pouvoir interpréter ces mesures pour optimiser l'entraînement, pour optimiser la charge d'entraînement, pour voir comment on récupère de l'entraînement et comment on va pouvoir aussi introduire des activités pour optimiser la récupération et notamment pour stimuler son nerf vague le soir, mais pas seulement. Et donc, comment je peux parsemer ma journée d'activités pour essayer toujours d'optimiser le fonctionnement de mon nerf vague. Et donc, voilà, la version anglaise pour la fin de l'année et la version française est prévue pour l'année prochaine, pour 2026. Dernière question, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter, s'ils souhaitent te poser des questions? Donc, avec plaisir sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur LinkedIn, vous pouvez me trouver avec Sylvain Laborde et sur ces réseaux, toutes les semaines, je poste les dernières nouvelles en fait de la recherche sur la variabilité de la fréquence cardiaque qu'on peut faire avec mon équipe. Et donc, ça permet en fait, de se tenir au courant des derniers protocoles qu'on est en train de développer, des derniers tests qu'on va faire. Et ça permet aussi de rester en contact pour donner des idées comment soi-même on peut utiliser la variabilité de la fréquence cardiaque pour optimiser son entraînement et pour aussi optimiser en fait, avec cette idée d'utiliser les dernières recherches des neurosciences, comment faire? Comment je peux les traduire avec la variabilité de la fréquence cardiaque et comment je peux utiliser ce paramètre pour optimiser mon entraînement par la suite? Excellent. Voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup Sylvain, ce fut passionnant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation et je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans tes projets à venir. Merci beaucoup Greg pour l'invitation à ce podcast et bonne continuation avec les neurosciences et le foot. Merci, bye. Salut.
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.